إني أمد يدي إلى جميع القيادات. فكما يرفض تيار المستقبل أن يكون على صورة حزب الله. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Première réunion du Conseil des ministres pour le gouvernement de Tamam Salam et la désignation d'un comité chargé de rédiger la déclaration ministérielle. La France demande à la Russie de faire pression sur Bachar el-Assad. Objectif, trouver une issue à la crise syrienne après l'échec de la conférence de paix de Genève. Coup d'envoi de négociations entre occidentaux et iraniens à Vienne pour trouver une solution définitive sur le dossier nucléaire. Une première réunion sur fond de scepticisme dans les deux camps. Et à suivre également dans ce journal, l'Ukraine renoue avec la violence. Des manifestants occupent le siège du parti de Viktor Yanukovych et affrontent la police. Bilan, au moins 3 morts et 150 blessés. Première réunion du Conseil des ministres au palais de Bravda. Ce matin, Michel Sleiman et Tamam Salam ont affirmé que ce nouveau gouvernement est un pur produit libanais, alors que par le passé, les Syriens aidaient à la formation des cabinets. Le chef de l'État l'a qualifié de bonne composition parce qu'il reflète celle du Liban et regroupe toutes les composantes politiques. Sleiman a par ailleurs souligné que la durée de vie de ce cabinet est limitée, mais que les attentes sont nombreuses. Le Premier ministre a lui aussi souligné le caractère libanais de ce gouvernement, appelant ses ministres à s'atteler à résoudre les priorités, notamment la situation des réfugiés syriens. Et puis, à l'issue de cette première session ministérielle, le ministre de l'Information, Remzi Gerej, a tenu son premier point de presse. Il a annoncé la désignation du comité chargé de la rédaction de la déclaration ministérielle. Comité qui comprend les ministres Wael Boufaour, Gebran Bassil, Boutros Harib, Mohamed Fnech, Ali Hassan Khalil, Sejran Azi et Nohad El-Machnou. Sa première réunion est prévue demain au Grand Sérail. Michel Sleiman et Tamam Salam ont appelé à la rédaction rapide de ce document pour obtenir la confiance du Parlement dans un délai d'une semaine. Encouragé par la vague positive provoquée par la formation du gouvernement de Tamam Salam, le chef de l'État veut relancer le dialogue national. Selon le quotidien En-Nahar, qui cite des sources du palais présidentiel, les sacrifices consentis par les alliances du 8 et du 14 mars pourraient paver la voie à la reprise du dialogue national. Sa dernière séance remonte au 20 septembre 2012. La violence domestique fait une nouvelle victime. Un Libanais est accusé d'avoir assassiné son épouse, Margaret Tannous, à Bankstown, en Australie. Les secours ont trouvé la victime âgée de 47 ans dans son appartement, gravement blessée au niveau de la tête. Selon la police, Margaret Tannous a été battue avec un manche à balai. Elle a succombé à ses blessures à l'hôpital. Son mari aurait fui avant de se raviser et de se rendre au poste de police. Il a comparu devant la justice et s'est vu refuser la liberté sous caution. Les deux enfants du couple n'étaient pas à la maison au moment du drame. Un drame qui intervient au lendemain de la mort de Christelle Abouchara, décédée des suites d'une intoxication au démol. Son mari est accusé de l'avoir empoisonnée après l'avoir menacée à plusieurs reprises. Depuis quelques jours, les parachutistes de l'armée israélienne participent à un exercice militaire dans le nord d'Israël. Objectif, se préparer à une éventuelle attaque du Hezbollah. Une information rapportée par le Jerusalem Post qui indique que le Parti de Dieu a déjà menacé d'envoyer des cellules terroristes très entraînées en Galilée. Une menace que Tsahal ne prend pas à la légère. Selon le quotidien, l'armée considère cette formation comme essentielle pour maintenir les soldats prêts pour la guerre. Plusieurs unités sont désormais engagées dans des missions plus longues au niveau des frontières en raison de l'absence temporaire de réservistes suite à des coupes dans les budgets de la défense. La France demande à la Russie de faire pression sur Bachar el-Assad pour trouver une issue à la crise après l'échec de la conférence Genève 2. Laurent Fabius estime que les envoyés du régime syrien ont saboté l'affaire. Il s'exprimait sur les ondes de Radio Classique LCI. On l'écoute. La Russie avait accepté l'idée que Genève avait pour objet le gouvernement de transition. Et en fait, rien n'a été fait. Mais d'autres éléments sont intervenus qui sont gravissimes. Vous savez que tout le monde s'est engagé à ce qu'il y ait une destruction des armes chimiques, parce que la France avait fait une pression très très forte. En fait, cette destruction des armes chimiques a été retardée. Et troisième élément qui est gravissime, nous avons obtenu que la ville de Homs soit libérée,
Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas assez souligné sur les radios et la télévision. Bachar a laissé sortir les gens de Homs, et à peine sorti, il a fait arrêter les hommes qui avaient été libérés et torturés. C'est-à-dire un régime vraiment, on ne s'en rend pas compte parce qu'il y a tellement de catastrophes dans le monde, un régime abominable. Donc qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous continuons à soutenir l'opposition modérée, et nous disons à ceux qui ont une influence, je pense aux Russes, je pense aux Iraniens, de faire ce qu'ils doivent faire, et nous déposons aujourd'hui, nous discutons une résolution aux Nations Unies pour obliger, je dis bien obliger, à ce qu'il y ait des solutions humanitaires. Ce sont les Russes qui fournissent les armes, et ce sont les Iraniens à travers Hezbollah qui organisent une série de combats. Bon, c'est bien connu. Donc ce que nous demandons aux Russes en particulier, qui sont un grand pays, qui a pignon sur rue sur le plan international, c'est d'user de toute leur influence pour faire en sorte que ce pays, qui est martyrisé par son dirigeant et par sa famille, puisse évoluer. On ne va pas faire une guerre mondiale en Syrie. Mais en revanche, qu'il faille appuyer l'opposition modérée, responsable, oui, oui. L'UNICEF appelle à la libération de 56 enfants qui se trouvent encore entre les mains des autorités dans un centre d'interrogation à Homs. Parmi eux, 10 garçons de moins de 15 ans et 12 filles de moins de 18 ans. Depuis le 7 février, 1417 personnes ont été évacuées de la vieille ville de Homs, conformément à l'accord entre régime et rebelles sous l'égide de l'ONU. Parmi elles, des dizaines d'hommes ont été immédiatement interpellés par les forces du régime, suscitant l'inquiétude de la communauté internationale. Dans un instant, Pervez Musharraf devant la justice, une première pour un ancien dirigeant pakistanais. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV, nouvelle journée sanglante en Irak. Une vague d'attentats a secoué Bagdad et Hilla, une ville à 100 km au sud de la capitale. Bilan, au moins 49 morts et de nombreux blessés. Des bombes ont explosé près de 2 mosquées chiites et devant une gare routière de Bagdad. C'est d'ailleurs là que l'attaque la plus meurtrière a été commise à l'aide d'un minibus bourré d'explosifs, faisant 11 morts. À Hilla, 3 voitures piégées ont explosé. Aucune de ces attaques n'a été revendiquée, mais les activistes sunnites sont montrés du doigt. Depuis début 2014, l'Irak connaît ses pires violences depuis les affrontements confessionnels de 2006 et 2007. Plus de 1000 personnes ont été tuées pour le seul mois de janvier. Début des négociations sur le nucléaire iranien à Vienne, Téhéran et Washington revoient leurs espérances à la baisse au second round du groupe 5+1. De son côté, l'Union européenne affirme qu'un accord définitif pourrait être conclu dans les 6 mois. La République islamique et les grandes puissances ont accepté en novembre dernier un gel du programme atomique en échange d'une levée partielle des sanctions. C'est la première fois que ces représentants se retrouvent depuis la conclusion de cet accord. Si un compromis historique est trouvé, les tensions pourraient retomber entre l'Iran et les puissances occidentales. Le risque d'une escalade militaire au Moyen-Orient pourrait alors s'éloigner. Mais ni Washington ni le guide suprême Ali Khamenei ne sont optimistes sur ses chances d'aboutir. Les États-Unis veulent reprendre les discussions avec les talibans sur un échange de leurs seuls soldats prisonniers contre des détenus de Guantanamo. C'est du moins ce que rapporte le Washington Post qui cite des responsables américains. Selon le journal, Washington veut obtenir la libération du sergent Bo Bergdahl avant le départ de la plus grande partie des troupes américaines d'Afghanistan prévues pour la fin 2014. Il avait été capturé par les talibans en juin 2009 dans la province de Paktika, dans le sud-est du pays. Bergdahl serait échangé contre 5 talibans détenus à Guantanamo et qui seraient relâchés et remis au Qatar. La dernière preuve de vie du sergent remonte à début janvier. François Hollande a choisi la Grande Mosquée de Paris pour rendre hommage aux soldats musulmans des 2 grandes guerres. Le président français a inauguré un monument à leur mémoire lors de sa première visite dans un lieu de culte musulman depuis son élection en mai 2012. On l'écoute. Je l'ai dit, mesdames et messieurs, l'hommage que nous rendons aujourd'hui aux soldats musulmans morts pour la France s'adresse à toute la communauté nationale et à toutes celles et tous ceux qui, à un moment, s'interrogent sur leur destin, sur leur place et parfois même sur leur identité. Aux descendants de ces soldats, où qu'ils soient, je leur dis ici ma gratitude. À ceux qui sont en France, devenus français, pleinement français, je leur dis aussi combien ils peuvent être fiers
de leur pays et de leurs parents, et conscients que la République a une dette à leur égard. La France n'oubliera jamais le prix du sang versé. Elle gardera en mémoire les noms de ceux qui se sont battus pour notre liberté, sans distinction d'origine ni de religion. Le devoir de mémoire, il honore une nation. Il permet le rassemblement de tous. Voilà. En bref, dans le reste de l'actualité de ce mardi, Pervez Musharraf devant la justice, une première historique pour un ancien chef de la puissante armée pakistanaise. Il est accusé de haute trahison, crime passible de la peine de mort, pour avoir imposé l'état d'urgence et suspendu la Constitution en 2007. L'ex-général a brièvement comparu devant le tribunal à Islamabad. Il est arrivé sous très haute protection, escorté par un convoi d'une dizaine de véhicules et des policiers armés. Première arrestation en France dans l'affaire de la tuerie de Chevaline. Un homme de 48 ans a été interpellé ce matin à son domicile. Il habite près du lieu des faits et n'a pas de lien direct apparent avec les victimes. La police a pu l'arrêter grâce à la diffusion de son portrait robot, construit selon des témoignages de gens qui l'ont vu à moto, non loin de la scène du crime. Souvenez-vous, le 5 septembre 2012, Sard El Hili, ingénieur britannique, avait été retrouvé mort dans sa voiture avec plusieurs membres de sa famille. Et puis le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, hospitalisé à Singapour pour une opération des yeux. Une hospitalisation sur fond de rumeurs qui le disent atteint d'un cancer de la prostate. Son porte-parole assure qu'il ne s'agit que d'une opération de routine de la cataracte dont la date avait été fixée il y a plus d'un an. Mugabe, qui aura 90 ans vendredi, est le plus vieux chef d'État africain en exercice. Il est au pouvoir depuis l'indépendance en 1980 de ce qui était alors la Rhodésie. La tension et la violence ont brutalement ressurgi à Kiev. Ce mardi, 3 manifestants ont été tués lors d'affrontements avec la police et 150 autres blessés. L'opposition a lancé un assaut contre le siège du parti de Viktor Yanukovych en jetant des pavés et des cocktails Molotov. Un peu plus tôt, plusieurs milliers d'opposants ont affronté la police qui les a empêchés d'aller vers le Parlement. Bloqués par une rangée de camions à une centaine de mètres du bâtiment, les manifestants ont jeté des pierres sur les policiers qui ont riposté à l'aide de fumigènes et de grenades assourdissantes. Un des leaders de l'opposition, Vitali Klitschko, a demandé au président de retirer la police anti-émeute des rues de Kiev. L'opposition avait appelé à une manifestation devant la Rada, le Parlement, dans le cadre d'une offensive pacifique. Vous pouvez voir les images en direct depuis Kiev, la capitale. L'opposition qui souhaite un vote sur une réforme constitutionnelle qui réduirait les pouvoirs du chef de l'État. Et puis, même scène de violence à Bangkok où les affrontements de ces dernières heures ont fait au moins 2 morts et une soixantaine de blessés. La police tente depuis ce matin de reprendre plusieurs sites occupés par les manifestants. Parmi les morts, un civil touché à la tête et un policier. 15 000 forces anti-émeutes ont été déployées et une centaine de personnes arrêtées. C'est la première fois depuis le début du mouvement, il y a 3 mois et demi, que les autorités arrêtent autant de manifestants qui assiègent administration et ministère. Ils réclament la tête de la première ministre Yingluck Shinawatra et la fin de l'influence de son frère Thaksin, ancien chef du gouvernement renversé par un coup d'État en 2006. Les législatives anticipées du 2 février, censées mettre fin à la crise, ont été fortement perturbées. Aucun résultat n'a été annoncé. Un nouveau scrutin est prévu fin avril. Et avant de refermer ce journal, cette information qui vient nous parvenir, 7 roquettes en provenance de la Syrie seraient tombées sur les villages de Laboué et Bézélié au Liban Nord. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Première réunion du Conseil des ministres pour le gouvernement de Tamam Salam et la désignation d'un comité chargé de rédiger la déclaration ministérielle. La France demande à la Russie de faire pression sur Bachar el-Assad. Objectif, trouver une issue à la crise syrienne après l'échec de la conférence de paix de Genève. Coup d'envoi de négociations entre occidentaux et iraniens à Vienne pour trouver une solution définitive sur le dossier nucléaire. Une première réunion sur fond de scepticisme dans les deux camps. Et puis en Ukraine, 3 personnes au moins ont été tuées lors d'affrontements avec la police et 150 environ blessés. L'opposition demande une nouvelle constitution. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth
Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. إني أمد يدي إلى جميع القيادات. فكما يرفض تيار المستقبل أن يكون على صورة حزب الله،